Bonsoir, bienvenue dans Ça vous regarde, une heure de débat politique et parlementaire. Et on revient aujourd'hui sur ce sommet européen à Bruxelles, le premier Conseil européen post-référendum britannique. Il aura eu au moins un mérite. Les 27, l'Union européenne sans le Royaume-Uni, les 27 semblent être d'accord sur l'attitude à adopter après cet événement majeur, dramatique dans l'histoire de leur communauté. Les Britanniques ont voté, leur vote doit être respecté, le divorce doit être engagé aussi vite que possible. Le Royaume-Uni reprendra sa liberté, mais elle aura un prix. Alors est-ce que la sortie du Royaume-Uni, de l'Union européenne, doit être douloureuse pour éviter l'effet domino, la contagion, la sortie d'autres pays de l'Union européenne? Ce Brexit, est-ce une chance pour refonder l'Europe? On en débat avec vous, avec le JDD, notre partenaire, lcp.fr, notre site. #CVR, ça c'est pour les twittos, c'est notre site Facebook, pour être tout à fait complet. On en débat surtout avec nos invités. Philippe Juvin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen, maire de La Garenne-Colombes et porte-parole Europe pour les Républicains. Je signale à nos téléspectateurs votre ouvrage, Notre histoire, les 100 dates qui ont fait la nation européenne, aux éditions Lattès. Face à vous, Yannick Jadot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes eurodéputé écologie Les Verts. Vous êtes pour un référendum. Europe Écologie Les Verts. Europe Écologie Les Verts. C'est important le mot Europe. Voilà, vous faites partie du groupe des Verts au Parlement européen, qui est un autre groupe. Vous êtes pour un référendum sur un nouveau projet européen. Votre dernier ouvrage, Climat, la guerre de l'ombre, aux éditions Le Passager clandestin. David Racheline, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur Front National du Var et maire de Fréjus. Vous avez été reçu samedi avec Marine Le Pen et Florian Philippot par François Hollande, juste après le Brexit. Vous nous raconterez. Enfin, Marie-Françoise Bechtel, bonsoir. Vous êtes députée République moderne, apparentée PS, non? Députée de l'Aisne, en tout cas, et vice-présidente de la République moderne. Vous êtes pour refonder l'Europe par une réorientation en profondeur, retrouver la démocratie avec une coopération entre les nations. Avant de débattre ensemble, je vous propose de retrouver Jean Quatremer à Bruxelles. C'est le correspondant de Libération dans la capitale européenne. Jean Quatremer, bonsoir. Le sommet européen s'est terminé à Bruxelles, mais à 27, la France et les autres pays de l'Union somment les Britanniques d'engager le divorce. C'est ça. C'est la ligne dure, je dirais, qui l'a emporté aujourd'hui à Bruxelles, mais on s'en doutait un petit peu depuis le sommet à Berlin entre Angela Merkel, la chancelière allemande, François Hollande, le président français, et Matteo Renzi, le président du Conseil italien. En clair, vous devez activer le plus vite possible l'article 50 qui ouvre le processus de divorce. En attendant, hors de question de discuter avec vous, soit bilatéralement, soit à Bruxelles, parce que la crainte, c'est que Londres essaye d'obtenir des assurances sur son futur statut et donc fasse durer le plaisir plus que de raison. Normalement, le divorce doit durer au maximum 2 ans, une prolongation décidée à l'unanimité, mais ça, personne n'y croit. Et surtout, sur le futur statut, comme un moyen de chantage. Là, c'est du violent. C'est-à-dire, on dit aux Britanniques, et notamment à Boris Johnson, qui a osé écrire dans le Daily Telegraph dimanche ou lundi, que les Britanniques vont pouvoir continuer à avoir accès au marché unique, mais sans la libre circulation. Et alors là, les 27, unanimement, disent « pas question ». Si vous voulez accéder au marché unique, ça sera le statut à la norvégienne, c'est-à-dire qu'il faudra respecter les 4 libertés, liberté de circulation des marchandises, des capitaux, des services et des personnes. Il faudra accepter l'ensemble de l'acquis communautaire, il faudra accepter la juridiction de la Cour de justice européenne et continuer à contribuer au budget européen. Ce qui veut dire qu'à peu près, elle verserait au budget européen à peu près la même chose de ce qu'elle verse aujourd'hui. Donc en clair, entre ce statut à la norvégienne et un statut de pays tiers, style Singapour, Japon ou Canada, eh bien, il n'y aura pas de moyen terme. Donc, ce que veulent démontrer, en fait, ce que veulent faire les Européens, c'est d'abord décourager d'autres pays d'entamer des processus de sortie en leur disant « si vous sortez, vous ne viendrez pas prendre certaines politiques européennes, celles qui vous intéressent, et puis vous mettrez de côté les autres ». Il faut que la sortie soit douloureuse pour éviter l'effet contagion. Le processus de sortie a un prix, et un prix élevé à nos populistes et à nos europhobes.
Merci Jean Quatremer. On vous retrouve en fin d'émission pour conclure. Je reviens à nos invités. On vient d'entendre le correspondant de Libération. Est-ce que les Britanniques ne sont plus nos partenaires, mais nos concurrents, c'est ça ? J'ai démarré. Non, il faut absolument que les Britanniques restent des partenaires de l'Union européenne. Je veux dire, c'est un grand pays. On a besoin. Les défis de la globalisation sont tels qu'on ne peut pas d'un seul coup faire qu'un pays qui est un pays européen ne devienne pas un partenaire de l'Union européenne. Là, ce qu'on est en train d'éviter, et c'est bien, c'est qu'au fond, le message du Conseil soit un message de sanction. Il y a un vote britannique, c'est pas le mien, mais il y a un vote britannique, on n'est pas là pour les sanctionner. En revanche, la fermeté qui dit il faut très vite sortir de l'ambiguïté et effectivement, le nouveau statut de la Grande-Bretagne sera défini dans le cadre d'une négociation, mais à partir du moment où les autorités britanniques auront fait la demande de sortie de l'Union européenne, ça c'est bien. Mais c'est vrai que c'est totalement fou. Vous aviez hier, effectivement, y compris Nigel Farage, qui était l'un des tenants du Brexit, nous expliquer au Parlement européen, d'un seul coup, en étant beaucoup moins prétentieux, arrogant vis-à-vis de ses collègues, en disant « Mais s'il vous plaît, laissez-nous continuer à faire exactement comme avant. Au fond, nous, on voulait un symbole. » On voulait un symbole qui était la sortie de l'Union européenne, mais nous ne voulons en assumer aucunement les conséquences. On n'est absolument pas prêt à le faire. C'est ça qui est le plus dramatique. Et troisième point, ce qu'on voit, c'est qu'au fond, une bonne partie des classes populaires britanniques ont voté à la fois contre l'austérité qui était celle du gouvernement britannique. Le Royaume-Uni ne faisant pas partie de la zone euro, ils ne sont pas soumis aux mesures d'austérité européennes. Donc, on voit le ministre de l'Échiquier, Osborne, britannique, dire et vu la situation, vous allez avoir plus d'autorité. Et Nigel Farage, comme Boris Johnson, les deux tenants du Brexit, expliquaient qu'ils veulent absolument du libre-échange. Donc, au fond, les classes populaires qui ont voté massivement pour la sortie de l'Union européenne vont être celles qui vont s'en prendre encore plein la figure. Philippe Juvin, il fallait engager la procédure de divorce rapidement. Écoutez, ce Brexit, c'est un suicide pour la Grande-Bretagne. Ils se sont tirés une balle. Simplement, ils sont en train de s'en apercevoir. Et très clairement, c'est un suicide parce que seul, on ne peut pas imaginer qu'une nation de quelques dizaines de millions d'habitants puisse peser dans un monde aussi multipolaire. Et donc, voyant qu'au fond, ils n'ont pas de plan B, parce que c'est ça la réalité, tous les tenants du Brexit expliquaient, vous allez voir, après, c'est formidable, ils n'ont pas de plan B, et ils essayent de continuer à bénéficier, au fond, de l'Union européenne, sans en payer ni les charges de copropriété, ni les obligations. Donc nous, ce que nous disons, c'est simple, qu'ils sortent, parce que c'est la volonté du peuple britannique, qu'il faut respecter, mais qu'ils sortent vite, parce que la période intermédiaire, qui consisterait à laisser dans l'ambiguïté le fait que peut-être ils pourraient sortir tout en restant à l'intérieur, mais un peu en sortant, va nuire à l'Europe tout entière, aux Britanniques d'ailleurs, mais à l'Europe tout entière. David Rachlid, c'est un suicide, ce Brexit, pour le Royaume-Uni ? Je trouve ce terme absolument délirant, d'une part, et absolument pas respectueux pour les Britanniques. Et d'autre part, je crois qu'on devrait avoir beaucoup plus de respect pour la démocratie. Parce que ce qui a eu lieu dans ce pays, c'est un grand moment de démocratie. Il est vrai, ça change de notre pays à nous, où l'on voit toujours les mêmes journalistes, toujours les mêmes experts s'exprimer sur ce sujet et avoir tous la même idée, le même avis, il faut bien le dire. Là-bas, les choses sont un petit peu différentes et on a l'occasion de constater qu'il y avait un vrai débat. Et ça, déjà, c'est un point éminemment... La presse a soutenu le Brexit, quand même. C'est un point éminemment positif. Ensuite, mais il y a plein de choses extraordinaires qui vont pouvoir se passer dans ce pays. Ils vont pouvoir arrêter de payer 8 milliards d'euros par an à l'Union européenne. Ils vont pouvoir bénéficier de leur souveraineté territoriale en évitant de faire rentrer des centaines de milliers d'immigrés par an comme le souhaitent ces messieurs. Ils ne sont pas dans Schengen. Comme ils l'ont fait en tout cas ces dernières années. Ils vont pouvoir bénéficier de faire du patriotisme économique. Ils vont pouvoir faire plein de choses. Ils vont pouvoir cesser les négociations s'ils le souhaitaient relatives au traité transatlantique. Voilà des initiatives qui pourront être prises probablement de la part si les gouvernements anglais le souhaitent. Mais moi je crois que bien au contraire
c'est tout sauf un suicide, c'est un acte d'indépendance qui doit encore une fois être respecté. Quant à savoir quand est-ce qu'il doit sortir, il y aura des négociations avec l'Union européenne. Mais je trouve que le ton d'un certain nombre de responsables européens, en particulier à l'égard de ce peuple, est particulièrement maladroit, voire même désobligeant. Marie-Françoise Bechtel, c'est un exercice de démocratie, ce Brexit? Le Royaume-Uni est une grande nation qui a le droit de dire ce qu'elle veut. Elle a le droit de le faire à travers la souveraineté populaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça ne crée pas un monde enchanteur et ça ne crée peut-être pas non plus un abîme de destruction comme on nous l'a décrit. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'on entre dans le domaine des négociations internationales. Ça devient une négociation internationale, comme tout ce qui fait sortir d'un traité ou tout ce qui remet en question un traité. Donc, je pense que le Conseil européen est fondé à demander au Royaume-Uni de décider vite et de notifier rapidement, parce qu'il faut être clair. On est d'un côté, on n'est pas de l'autre. À notifier rapidement son départ. Mais ensuite, il va y avoir des négociations. On échangera ceci contre cela, des visas plus faciles contre une meilleure implantation des entreprises ou de meilleurs échanges import-export avec la Grande-Bretagne. La question de la défiscalisation se posera. Tout ça sera mis sur la table et à l'évidence, il y aura des négociations. Pourquoi ? Parce que le Royaume-Uni est un grand pays où l'industrie financière joue un rôle majeur. On ne peut pas le contourner comme ça. C'est un pays avec lequel il y aura à l'évidence une négociation. Bien malin dira qui en sortira, mais je crois qu'on arrivera à une forme d'association. Mais ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est celui de la secousse très positive qu'a créé le Brexit. On va en parler. Je vous propose de revenir en image sur ce premier Conseil européen post-référendum. Un moment difficile pour David Cameron et une fermeté de la part des 27. Stéphanie Despierres. C'est un Conseil européen un peu particulier qui s'est ouvert hier à Bruxelles, le dernier à 28. Et l'occasion pour David Cameron, très ému, de redire une dernière fois aux dirigeants européens sa volonté de continuer à travailler avec eux, malgré le Brexit. Le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne, mais ne tournera pas le dos à l'Europe. Quand je pense à l'Europe, je pense à nos voisins, à nos alliés, à nos amis, à nos partenaires. Et nous devrions essayer de trouver les relations les plus étroites possibles, en dehors de l'Union européenne, pour travailler avec eux sur les choses qui sont dans nos intérêts mutuels. Hier soir, David Cameron est rentré à Londres. Ce matin, les Européens n'étaient donc plus que 27. Tous, désormais, veulent un divorce rapide avec le Royaume-Uni. Il appartient au gouvernement britannique de déclarer sa volonté de sortir et nous souhaitons que cela se fasse le plus rapidement possible. Et après le divorce, quel statut pour le Royaume-Uni ? Les chefs d'État de l'Union européenne mettent en garde, il n'y aura pas de traitement de faveur. Si, extérieur à l'Union, il veut, comme la Norvège par exemple, être en droit d'accéder au marché intérieur européen, alors le Royaume-Uni devra respecter ce qu'on appelle les 4 libertés. La liberté de circulation des biens, la liberté de circulation des services, la liberté de circulation des capitaux et la libre circulation des personnes. Et il ne peut pas y avoir de dérogation. À l'issue du sommet, Donald Tusk, le président du Conseil européen, l'a confirmé. Il n'y aura pas de marché unique à la carte pour Londres. En 2 jours, les 27 n'ont fait qu'esquisser les contours d'un nouveau projet européen. Ils se retrouveront à nouveau le 16 septembre à Bratislava pour poursuivre les discussions. Voilà, question toute simple. Est-ce que la sortie du Royaume-Uni est irréversible ? Je crois que c'est François Hollande qui disait pendant le sommet, en coulisses, s'ils veulent revenir dans 5 ans, dans 10 ans, on verra, pourquoi pas, mais il faudra y réfléchir à 2 fois. Philippe Juvin. Mais la question, pardonnez-moi, n'est pas du tout là. Aujourd'hui, la question... Est-ce que c'est irréversible ? Est-ce qu'ils peuvent revenir dans 5 ans, 10 ans ? Dans 20 ans, dans 30 ans, je ne sais pas. Mais la question n'est pas là. La question aujourd'hui, c'est qu'ils ont dit qu'ils voulaient sortir. Et notre position à nous, c'est de dire que dehors, c'est dehors. C'est complètement dehors. Donc il faut maintenant que nous négocions les termes du divorce, que nous nous séparions, et ensuite nous verrons comment nous pourrons nous associer. Mais attention, on voit très bien que tous ceux qui ont plaidé pour le Brexit en disant qu'après ça allait être formidable, souveraineté retrouvée, etc., sont en train tous, même les plus durs, Nigel Farage en particulier, de nous expliquer que non, en fait, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voudraient, c'est rester un peu dedans, à l'abri du toit européen, sans en payer aucune participation. Nigel Farage, le plus acharné des Brexitiens,
nous a expliqué hier au Parlement européen qu'il voulait continuer à participer au marché unique sans aucune condition. Il est évident que pour nous, ce n'est pas possible. Quand on est dans le marché unique, c'est qu'on a des obligations. La Norvège, le président de la République l'a bien dit, la Norvège a des obligations. Le Royaume-Uni aura des obligations. J'ajoute que M. Cameron, qui a joué quand même avec le feu dans cette affaire, restera comme le Premier ministre de la Grande-Bretagne qui non seulement aura mis son pays en dehors de l'Union, c'est-à-dire aura isolé son pays, mais aura fait courir un risque d'explosion à son pays entre l'Écosse et l'Irlande aujourd'hui, qui envisage de quitter le Royaume-Uni. On est face à un séisme qui concerne avant tout la Grande-Bretagne et pas tant l'Europe. Oui, ce que vous dites est d'autant plus frappant que M. Cameron, on le sait, a été toujours un grand donneur de leçons. Vous vous rappelez, il voulait que les Français viennent s'installer dans son pays, accueillir nos entreprises, défiscaliser, etc. Grand donneur de leçons, avec une forme d'arrogance qui lui est particulière, qui correspond à une certaine forme, il faut bien le dire quand même, de la culture britannique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en matière de négociation internationale, une forme seulement... Les Français sont pas mal. On va continuer. C'est la raison pour laquelle j'ai dit une forme. La Grande-Bretagne, c'est un pays c'est un pays que j'admire et que j'aime. Malgré Jeanne d'Arc, Marcel Kébir, la perfide Albion. Je crois que vous démarrez sur un mot qui vous induit en erreur. J'ai dit qu'il y a parfois une certaine forme chez certains dirigeants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en matière de négociation internationale, on peut tout faire. Or, j'attire l'attention sur le fait que les diplomates britanniques... Mais là, on a l'impression qu'il y a un certain nombre chez les pro-Brexit qui disent qu'est-ce qu'on a fait. Ils ont des diplomates remarquables. Il va falloir faire, je dirais, très attention dans les négociations parce qu'ils voudront rentrer pour partie par la porte, ça c'est clair, la cité derrière. Mais ils ont surtout des diplomates de très haute qualité et qui sont très forts dans la négociation diplomatique. Il faudra donc veiller à l'équilibre du futur accord d'association, appelons-le ainsi, dont personne encore ne sait quel est le contenu, mais en matière internationale, encore une fois, tout le monde le sait, c'est donnant-donnant, surtout quand on négocie avec un grand pays. Mais ceux qui étaient pour le Brexit expliquaient qu'il y avait un plan B, pardonnez-moi, au bout d'une semaine, on ne connaît pas le plan B. Oui, donc il y a eu un mensonge terrible de la part de ceux qui étaient en faveur du Brexit. Ça n'existe pas sans négociation. C'est impossible puisqu'il faut négocier avec les autres. Parlez pas tous en même temps. Yannick Jadot. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'ils ont effectivement, Nigel Farage et Boris Johnson ont expliqué que, l'argent de l'Union européenne qu'ils donnent comme ça à fond perdu pour l'Union européenne, comme si le budget européen ne bénéficiait pas aussi aux Britanniques, mais bon, peu importe, allait aller au service de santé. Le lendemain matin, il se fait coincer médiatiquement en disant « Oui, bah là, on l'a promis, c'était une bêtise, on le fera jamais. » Deuxième chose, vous parlez des vagues migratoires, et on a vu Nigel Farage mettre une affiche qui ressemblait à la propagande nazie avec des étrangers qui allaient envahir le truc. La Grande-Bretagne aujourd'hui contrôle ses frontières. D'ailleurs, on en paye le coup puisqu'on a Calais. C'est bien que la Grande-Bretagne, y compris nous, contrôlons les frontières de la Grande-Bretagne. Troisièmement, sur l'immigration et pendant la campagne, c'est ce qui a fait mal. C'est ce qui a fait mal. Il y a un chiffre qui est revenu, c'est 300 000 migrants l'année dernière qui sont arrivés sur le sol du Royaume-Uni et la moitié est d'origine européenne, intra-européenne. Et ils se sont dit, ils vont nous piquer le boulot. Oui, mais si vous voulez, ce qui est étonnant, c'est qu'au fond, encore une fois, c'est la Grande-Bretagne est un acteur extrêmement engagé sur la mondialisation et notamment sur la construction du dumping social à tous les étages. Absolument. Moi, je suis extrêmement surpris de vous entendre nous expliquer que peut-être la Grande-Bretagne va remettre le traité en cause, le traité transatlantique, contre lequel je me bats, mais Nigel Farage est un des principaux défenseurs au Parlement. Vos amis d'extrême droite britannique au Parlement européen défendent le traité transatlantique. Donc, en l'occurrence, il a tort. Il a tort. Mais donc, au fond, on est dans un système où, c'était pas mon sujet, malheureusement, mais les Britanniques ont voté. Je ne dis pas le peuple britannique. C'était pas mon sujet. Je dis pas... Non, je finis. Donc les Britanniques ont voté. C'est pas le peuple britannique qui veut la sortie, puisqu'il y a 52% qu'on a voulu. N'ignorez pas les 48. Non mais on va pas ratiocinner. Non, attendez. Non, je dis il y a un vote. Il faut le respecter. Mais ne disons pas. Non, mais excusez-moi. Les élections, c'est que quand ça vous arrange. Parlez pas tous en même temps. Vous avez de bons résultats aux élections. Vous êtes d'accord pour bénéficier de ces résultats. Quand ça n'est pas le cas, vous rejetez. Non. Je prétends pas que chacun son tour. Je prétends pas que le peuple autrichien est devenu écologiste
parce que c'est un président écologiste qui a gagné l'élection. La majorité a souhaité manifestement un président écologiste. C'est une majorité. C'est exactement ce que je vous dis. Il y a aussi, en démocratie, c'est un tout petit peu comme ça que ça se passe. C'est pour ça que nous souhaitons. C'est le principe même de la démocratie. Moi, je dans votre veux. esprit, il faut 100%, ça a un autre nom que la démocratie. Je veux que le vote soit respecté. Je dis attention aux analyses de vote qui disent d'un seul coup le peuple, donc globalement 100% des Britanniques voudraient cette sortie-là. C'est la démocratie, c'est ainsi. Mais j'ai dit qu'il faut respecter. Oui, je dis simplement l'instrumentalisation du peuple me saoule parfois. Donc il y a 52% des Britanniques. Ça doit s'exécuter. Il faut qu'ils sortent de l'Union européenne. Mais ce que nous devons éviter, je finis. On va laisser des souverainistes répondre. Vous l'avez interpellé. On va laisser répondre David Rachlin. Moi, ce que je veux surtout pas dans la négociation qui va arriver avec les Britanniques, c'est que la Grande-Bretagne trouve qu'au fond son rôle dans l'Europe devient le fait d'être un paradis fiscal pour l'ensemble des entreprises européennes. Et un des sujets extrêmement importants pour l'Europe, c'est la lutte contre les paradis fiscaux et l'évasion fiscale. Sinon, la Grande-Bretagne va vouloir garder toutes les entreprises sur son sol, pas parce qu'elle est dans l'Union européenne, mais pour les attirer du point de vue de la fiscalité. Arrêtez la panique générale. En fait, là, la réalité, c'est que les élites et l'oligarchie est en train de paniquer. Je ne dis pas que vous en faites partie forcément, mais l'élite et l'oligarchie est en train de paniquer. Je pourrais, après tout, ça pourrait être mon avis. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de raison de paniquer. Il y a un peuple, simplement, qui a réclamé son indépendance, qui demande quoi? De pouvoir faire des lois pour son propre pays, ce qui n'était pas le cas jusque-là, à cause du Parlement européen, à cause de commissaires non élus, qui n'ont pas de légitimité. Et ça, c'est un vrai sujet démocratique. On s'en prend beaucoup au peuple britannique aujourd'hui. Vous pensez que Marine Le Pen, qui est députée européenne, n'est pas légitime? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, à cause de l'Union européenne, à cause des commissaires européens, point de salut pour la souveraineté populaire et la souveraineté nationale des nations européennes. C'est cela que nous critiquons. Et vous voyez bien d'ailleurs que cette analyse est faite aujourd'hui par le peuple britannique, mais il est fait par de plus en plus de Français. De Français qui sont de plus en plus nombreux. Là-dessus, je suis d'accord. De plus en plus nombreux à demander, à s'exprimer sur ce sujet. Lors des dernières élections européennes, je vous le rappelle quand même, c'est les listes du Front National qui sont arrivées en tête. Ça ne vous a pas échappé. En Autriche, il y a une forte tendance, certes pas une majorité, mais de gens qui pensent et qui commencent à contester l'Union européenne. Mais le peuple autrichien est écologiste, vous l'avez dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il y a une majorité de gens qui ont souhaité un autre président qu'un eurosceptique, mais il y a aussi beaucoup d'eurosceptiques en Autriche et dans beaucoup de pays européens. Et cette réalité-là, vous ne voulez pas la voir. Et ce qui a été très frappant d'ailleurs, si je peux me permettre de terminer. C'est pour ça que je dis qu'il faut améliorer l'Europe. Je termine juste d'un mot, madame. Je termine juste d'un mot. Ce qui est très frappant dans la réaction de François Hollande, et c'est ça moi qui m'intéressait quand même, ce qui se passe dans notre pays, c'est qu'il dit on ne changera strictement rien, malgré ces avertissements, malgré que le peuple constate que ça ne fonctionne pas, malgré les errements de l'Union européenne, aucun changement de prévu, on continue comme avant. Marie-Françoise Westel. Est-ce que nous pourrions pas cesser de patauger dans les marécages ils avaient dit qu'ils vont faire l'inverse. Le peuple anglais, c'est pas très bien ce qu'il a fait parce qu'au fond, il n'aime pas les immigrés, etc. Nous avons une occasion très forte ici. Est-ce que d'abord, ce Brexit est une nouvelle importante? Quels qu'en soient les motifs. Je ne les partage pas tous, loin de là. Mais quels qu'en soient les motifs. Oui, à l'évidence, c'est une nouvelle importante. Est-ce que cette secousse peut être transformée positivement par un certain nombre de grands États qui ont quand même une grande histoire, une grande expérience aussi de l'entente et de la construction, où qu'elle est menée? Est-ce que oui ou non, cette secousse peut être une possibilité de reconstruire une Europe? Moi, je pense que la réponse est oui, mais je crois qu'il faut la reconstruire non pas en cachant un petit peu tout ce qui n'allait pas, l'Europe nous dit, l'Europe des projets. Ça fait 20 ans que j'entends ça, qu'on n'a pas avancé d'un pied, d'un poil, si vous me passez l'expression. Je crois que le moment est venu de rebâtir l'Europe sur des bases saines, et il faut pour cela une grande conférence. Je signale. Attendez, ce sont des mots, c'est quoi? C'est l'Europe de Schengen et du traité transatlantique. Moi, si c'est ça l'Europe que vous souhaitez, ça pose un problème. Je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi terminer. In fine seulement, excusez-moi. Je pense encore une fois qu'un grand pays comme la France peut prendre une grande initiative comme il l'a toujours fait en Europe. Et c'est pour ça que nous appelons, avec Jean-Pierre Chevènement, il l'a fait dans de multiples tribunes déjà, et sur des radios et à la télévision, nous appelons une grande conférence, type conférence de Messine, qui en 1955 nous a sorti de l'échec de la CED, pour repenser l'Europe et la rebâtir. Parce qu'à l'évidence, l'Europe est sur des bases qui ne peuvent plus continuer comme elles sont. Je voulais qu'on retrouve le correspondant de Libération à Bruxelles, Jean Quatremer. Jean Quatremer, vous êtes avec nous ?
Oui, absolument. Oui, je voulais vous poser la question, ce Brexit, ce vote, est-ce que c'est le vote des classes populaires qui l'a emporté contre les élites européennes bien formées? J'ai entendu effectivement la chose. Ça veut dire que en réalité, ceux qui votent contre l'Europe, c'est forcément les classes populaires, et ceux qui votent pour l'Europe, c'est l'élite. Bon, ça fait une élite, 48% de l'élite, c'est pas mal. La question se pose aussi pour le peuple écossais, qui après tout a voté, lui, à plus de 60% pour rester dans l'Union européenne. Alors, est-ce que c'est le peuple ou pas le peuple? En Irlande du Nord, à Gibraltar, le Grand Londres, qui a largement voté pour rester au sein de l'Union européenne. Donc, je trouve que simplement, c'est tout à fait ridicule cette idée qu'il y aurait des classes populaires en révolte, en révolution contre une élite. C'est un peu trop simpliste. Enfin bon, les explications simplistes, on sait que ça plaît à certains partis politiques. Donc je n'y crois pas une seconde. En plus, c'est très amusant d'entendre le Front National nous expliquer qu'en réalité, on assiste à une vraie révolution quasiment d'extrême gauche, hein, parce que souvent, c'est les mêmes arguments qu'on retrouve à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Dire que les Britanniques ont voté pour pouvoir faire leur propre loi, pour pouvoir se protéger davantage, etc. Je rappelle quand même, que c'est les Britanniques qui ont voulu l'élargissement à l'Europe de l'Est. 2, que ce sont les Britanniques qui ont exigé et même qui ont refusé toutes les clauses dérogatoires que la France demandait afin d'avoir des périodes de transition en matière de libre circulation qui soient aussi longues que celles qu'on avait imposées aux Portugais et aux Espagnols. Finalement, les Français se sont battus pour obtenir 5 à 7 ans. Et le seul pays qui a refusé de les appliquer, c'est la Grande-Bretagne. Donc c'est pour ça qu'ils ont énormément de travailleurs en provenance de l'Europe de l'Est. En plus, j'ai entendu dire que ces gens venaient prendre le travail des Britanniques. Mais c'est juste une plaisanterie. Vous avez vu le taux de chômage en Grande-Bretagne. Ces gens ne prennent le travail de personne. Ils viennent parce qu'il y a du travail. Et d'ailleurs, regardez, il y a libre circulation avec la France. Est-ce qu'on a vu débarquer des milliers de plombiers polonais, comme on nous l'avait dit en 2005? On ne les a absolument pas vus arriver. Les travailleurs vont là où il y a du travail. Ils ne vont pas là où il y a du chômage, évidemment. Donc je ne crois pas une seconde à cela. Je crois que simplement, on a eu pendant 30, 40 ans une classe politique britannique, je ne parle pas des partis europhobes, je parle des partis traditionnels, qui ont passé leur temps à dire que tous les problèmes qu'ils rencontraient venaient de l'Europe. Une presse hystériquement europhobe, et on a ce résultat. Et cela dit, je suis même étonné, vraiment très étonné, que finalement le Leave, le départ, n'ait obtenu que 52%. On aurait pu s'attendre à 70% vu la propagande anti-européenne auquel on a assisté dans ce pays ces dernières années. Merci Jean Quatremer, on vous retrouve en fin d'émission. Je voulais rebondir sur ce débat. Est-ce qu'on n'assiste pas à un décrochage d'une partie des peuples européens et des élites qui revendiquent la construction européenne? Une partie des peuples européens qui ne veulent plus de cette construction européenne. Est-ce que c'est pas ça le problème? Il n'est pas nouveau le décrochage. En 2005, le peuple français dit non au traité de Lisbonne à 55%. Parce qu'il avait bien vu déjà à l'époque que ça allait le contraindre à bien des égards. Et le président Sarkozy, de manière tout à fait... Le président Sarkozy, de manière tout à fait scandaleuse, s'est essuyé les pieds sur l'avis, le choix du peuple français. C'est quand même... écoutez, avec un mandat du peuple. La réalité, c'est qu'il y a eu un référendum et qu'il a bafoué le vote des électeurs. Il a dit avant d'être élu président de la République qu'il poserait sur la table du Conseil un référendum. Vous avez votre explication. Moi, je vous donne mon analyse. Donc, c'est une contestation qui monte, mais qui, non seulement, à mon avis, est légitime, mais qui ne date pas d'hier. Et donc, la vraie question qui se posera dans les mois à venir, c'est qui veut donner véritablement la parole aux Français pour qu'ils puissent s'exprimer sur la construction européenne que nous souhaitons, ou d'ailleurs que nous ne souhaitons pas. Philippe Juvin. Après, en fait, la situation est évidemment d'une très grande gravité. Quelles sont les conséquences du Brexit? D'un côté, on l'a dit pour les Britanniques, il faut qu'ils sortent vite. Ensuite, pour nous devons à la fois, les Français, retrouver notre place de leadership commun avec les Allemands en Europe. Leadership que nous avons perdu, l'atonie européenne de François Hollande depuis quelques années nous fait très mal. Nous sommes absents des grands moments de décision européenne et on le voit très bien dans ce débat-là. Et troisièmement, nous devons en profiter pour refonder l'Europe, c'est-à-dire en fait une Europe moins technocratique, plus lisible et enfin expliquer que tous ceux qui nous expliquent que justement l'Europe est antidémocratique
que les mêmes ministres qui vont à Bruxelles prendre une décision et qui, de retour à Paris, expliquent qu'ils sont contre cette décision, eh bien, toute cette démagogie à flot permanent, elle nous a coûté le Brexit, et je ne veux pas que mon pays en souffre de nouveau. C'est ça le vrai sujet. Les commissaires européens nommés, les commissaires européens sont nommés par les gouvernants librement élus. La difficulté, pardonnez-moi, le Premier ministre en France est nommé par le président de la République, je vous le rappelle. La vraie difficulté des commissaires européens, c'est qu'ils sont trop nombreux. La gouvernance est totalement illisible et il y a une dilution des responsabilités. Nous voulons une Europe qui soit plus ramassée, moins technocratique, plus démocratique, plus lisible. C'est ça la réalité. Mais dire que l'Europe n'est pas démocratique, c'est une honte. C'est intellectuellement une honte. C'est un très beau programme, mais il serait plus crédible si Nicolas Sarkozy n'avait pas négocié le TSCG, qui est un traité absolument scandaleux d'austérité budgétaire, dont il n'a même pas retiré. Je peux terminer sans que vous m'interrompiez. Il n'a même pas retiré de la règle 3% de déficit l'effort nucléaire de la France, qui est une puissance. Il a donc négocié le TSCG que François Hollande a très malheureusement ratifié. Madame, vous avez le droit de tout dire, c'est la démocratie. Il a bien négocié. Mais quand vous dites des mensonges, je suis aussi en droit de vous dire que ce sont des mensonges. Sarkozy n'était pas à la manœuvre pour le TSCG. Madame, le vrai sujet, c'est que le peuple français, lors du traité de Maastricht en 92, par référendum, a décidé de se doter d'une monnaie unique. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une gouvernance. Revenons au thème du débat. C'est ça le problème du TSCG. Le TSCG a donné une valeur supérieure à la règle des 3%, sans tenir même compte des différences profondes d'économie entre les pays. Revenons au thème du débat. Donc on a parlé. Nous y sommes allés bien avant vous, vous savez. Nous avons réfléchi, nous savons même qu'il est très difficile de Madame Bechtel. Non, monsieur. Madame Bechtel, on a parlé donc de ce décrochage. Comment on fait, Yannick Jadot? Est-ce qu'il y a décrochage? Évidemment qu'il y a un décrochage. Parce qu'au fond, l'Union européenne telle qu'elle existe maintenant, c'est pas l'Union européenne des pro-européens. On l'a vu sur la question, par exemple, des réfugiés, c'est l'union des États-nations, que vous réclamez d'ailleurs. L'union sur les réfugiés, c'est chaque pays décide de ce qu'il veut faire. L'union en matière industrielle, l'union en matière industrielle, c'est chaque pays... On n'est pas dans une union fédérale. C'est chaque pays décide de ce qu'il veut faire. La réalité, c'est qu'au fond, l'Europe aujourd'hui est devenue une sorte de mélange entre une petite mondialisation libérale, parce que ça a été quand même le logiciel politique des majorités politiques qui ont construit ça, et ça a été une projection... Ce sont les laissés pour compte de ce libéralisme qui ont voté pour le Brexit, bien sûr, Grande-Bretagne. Mais bien sûr, les gens, quand ils n'ont plus de repères, quand on leur vend... On va revenir 50 ans en arrière sur la souveraineté nationale, qui, à bien des égards, ne veut plus rien dire. Regardez en matière de terrorisme, en matière de paradis fiscaux, en matière de dérèglement climatique. Si on avait eu des frontières, ça nous aurait peut-être permis d'éviter de faire rentrer un certain nombre de terroristes en France. Mais arrêtez, le terrorisme a existé du temps des frontières, les guerres ont existé du temps des frontières. Grâce à votre... Terminez votre propos, Yannick Jadot. Bien sûr que non. Yannick Jadot, terminez votre propos. Et donc, on a une Europe qui est devenue la projection des impuissances politiques nationale. Moi, je suis stupéfait de voir qu'on a des dirigeants européens qui sont infoutus de faire une Europe fiscale. On a des entreprises qui mettent en concurrence les États et des citoyens. C'est insupportable. Infoutus de faire une Europe sociale. Effectivement, on a fait rentrer les pays de l'Est. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. Socialiste qui était gouvernement. Attendez. Vous plaisantez ou quoi? Mais je regrette que... Vous nous dites qu'aujourd'hui, ils ont été incapables d'eux, ils ont été incapables d'eux. Vous êtes les alliés du Parti socialiste. C'est vous qui êtes au pouvoir depuis des années. C'est votre majorité qui est au pouvoir aujourd'hui. On se bat à l'échelle européenne en permanence pour avoir une Europe fiscale, pour avoir une politique industrielle qui n'existe pas. Parce que nous considérons... Mais les Verts, ils sont au gouvernement ou ils sont pas au gouvernement, les Verts? Ah mais non, les Verts sont au gouvernement. Vous ne suivez pas l'actualité. Vos amis Verts, vos anciens amis. Non, que François Hollande... On ne sait plus trop. Non, que François Hollande... C'est compliqué, les Verts. Vous me dites, c'est les États-nations qui décident sur les réfugiés, l'immigration, etc. Mais enfin, vous savez bien qu'avec Schengen, le million de réfugiés ou le million d'immigrés qui sont rentrés en Allemagne peuvent circuler librement n'importe où dans l'Europe et peuvent venir librement en France. Votre solution, vous le savez bien. Le problème, c'est que votre solution, c'est d'avoir des milliers de morts en Méditerranée et que nous n'assumerions pas. Ça, c'est le résultat de votre politique à vous aujourd'hui. Mais non, c'est pas le résultat. C'est le résultat de la guerre qui est en Syrie. Il vous a peut-être pas échappé. Et de la Libye. Ah, c'est notre faute aussi. Oui, c'est
c'est la faute des gouvernements qui ont soutenu les islamistes en Syrie, absolument. Ah, c'est pas Bachar el-Assad. Bachar el-Assad n'a jamais... Le problème, c'est que surtout les États-Unis et la France. Malheureusement, messieurs, je suis désolé, mais je ne peux pas laisser le débat se faire ainsi. Ce n'est pas possible. Juste pour conclure, on a une Europe qui va mal. On a une Europe qui va mal. On a une Europe qui va mal. On a deux solutions. Le fantasme des souverainetés nationales, où chacun vit le monde tel qu'il a envie de le penser, ou on fait le saut pour partager des souverainetés et affronter les défis de la globalisation. Voilà le sujet. Bechtel, comment on fait? Toujours la même question. Ça pourrait avoir un sens, mais je suis stupéfaite d'entendre dire que l'Europe n'a pas su faire une politique industrielle, mais elle est entièrement organisée pour ne pas la faire. Vous avez entendu parler de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il faut une Europe sociale, c'est ce qui manque. Qui interdit la moindre aide publique. Marie-Françoise Bechtel, il faut une Europe sociale. À n'importe quelle entreprise. Il n'y a aucune politique industrielle qui soit possible parce qu'elle est organisée comme telle par les traités. C'est ça la vérité. Alors on nous parle. Ensuite, je peux terminer. On continue. Des politiques nationales. Les deux en général. Très bien. Une politique industrielle européenne ou pas? Il faudrait. Par exemple, il faudrait tous en même temps. de l'énergie en Europe. Or, les intérêts sont. Terminez votre propos. Qu'elle ne se fait pas. Ce que je dis, c'est que je trouve stupéfiant d'entendre invoquer encore l'Europe sociale, l'Europe des projets, alors que sans prospérité économique, il n'y a pas. Tout cela n'est pas possible, et que l'Europe est la seule zone du monde qui organise sa non-prospérité, si ce n'est sa récession. Contrairement aux États-Unis d'Amérique et contrairement à la plupart des pays émergents. C'est le traité, c'est largement... Madame, quelle est la conséquence? Que voulez-vous réellement? Je peux terminer en disant ce que vous voulez. Je voudrais qu'on revienne sur le traité TSCG qui fixe la règle des 3% de déficit budgétaire qui bride les investissements publics. Je voudrais qu'on laisse davantage... Nous dépassons sans arrêt les 3%. Vous entendez ce que je veux, je vous le dis. Je voudrais que les nations, je dis bien les nations, qui sont le cadre souple et vivant de la démocratie, se mettent ensemble sur de grands projets. On cite souvent à juste titre le projet d'Airbus, dont la Commission ne voulait pas, qui n'a été fait que par des ententes intergouvernementales entre des pays. L'Europe peut faire d'immenses projets en matière de technologie, en matière de satellites, en matière de recherche, y compris énergétique. Ça va vous faire plaisir, c'est un grand sujet. L'Europe peut faire d'immenses projets, mais si elle est bridée par une vision récessive, comme celles qui ont été installées, notamment sous le quinquennat précédent avec le TSCG, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle on ne va pas se fâcher sur les questions de souveraineté. Je dis que les grands pays européens, et à l'initiative de la France, doivent se mettre ensemble et dire ce que ces nations qui ont une histoire peuvent construire ensemble. Madame, la réalité, c'est que les nations, les États-nations sont pleins d'insuffisances par la faute de leur mauvaise gouvernance. Et chaque fois qu'il y a des erreurs, chaque fois qu'il y a des erreurs de gouvernance, on le met sur le dos de l'Europe. C'est ça la réalité des choses. Ce que nous croyons, c'est qu'il faut que l'Europe soit dotée d'objectifs qui soient beaucoup plus ramassés qu'aujourd'hui. Mais quand vous dites que c'est la faute à l'Europe, qu'on a des difficultés avec le déficit... J'ai pas dit ça. Mais le déficit, madame... Nos gouvernants ont voulu cette Europe, notamment le quinquennat précédent. Par exemple, le déficit français, il est bien décidé par des Français. Ce n'est pas l'Europe qui impose des déficits persistants à notre pays. Et si c'est l'intérêt de la France... Mais si c'est l'intérêt de... d'investir industriellement, l'Europe nous dit quoi? L'Europe nous dit quoi? C'est que c'est l'intérêt de la France. Lisez l'article 107 du TFUE. Madame, l'Europe nous dit que c'est de l'intérêt de la France d'avoir des finances publiques en bon état. Et est là le vrai sujet. Moi, je crois, je vais vous dire, madame, ce que je crois, c'est que nous sommes dans un monde trop complexe, trop interconnectés pour nous dire que la France seule, l'Allemagne seule, l'Italie seule... Mais personne ne dit une chose pareille, en tout cas pas dans moi. Le monde. Mais de grâce, ne caricaturez pas ce qu'on vous dit. Que l'Europe est un véhicule de puissance pour nos nations souveraines. C'est cela l'Europe. Ne cassez pas l'Europe. Madame, messieurs. La bonne Europe, c'est celle des États qui se mettent ensemble pour avancer. Madame, messieurs, ça ne marche pas aujourd'hui. 28 États ensemble qui, pas 28, au sommet, il n'en faut pas 28. 28 États qui jusqu'à maintenant essayent de faire ça, ça ne marche pas. Il faut encore plus d'intégration européenne. Bien sûr. Moi, je suis pour les États-Unis d'Europe. Il va falloir le dire au peuple français parce que ça va lui faire plaisir de l'apprendre. Je suis pour qu'on règle les problèmes des Français. Je ne suis pas pour qu'on dise revenons 50 ans en arrière parce que le monde européenne, vous n'êtes déjà pas capable de faire en sorte que vous avez vu les résultats de l'Union européenne aujourd'hui. Vous avez vu les résultats économiques, vous avez vu les résultats en termes de sécurité, en termes d'immigration. Madame, messieurs, s'il vous plaît, on ne s'entend plus. Un peu de respect pour nos téléspectateurs, on ne s'entend plus. Je voulais qu'on écoute Valéry Giscard d'Estaing qui a incarné le couple franco-allemand et la construction européenne avec le chancelier allemand Helmut Schmidt. Il dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de chef d'État à la hauteur de l'idée européenne. Il était à l'Assemblée nationale lundi soir lors d'un colloque sur l'Europe. On écoute l'ancien président de la République au micro de Camille Vigogne.
Les deux piliers de l'Europe, les pays qui supportent le système, c'est l'Allemagne et la France. Donc il faudrait avoir en Allemagne et en France des personnalités fortes, attractives et appelant la population, et notamment la population populaire, à soutenir l'idée d'Europe. Alors j'espère qu'à l'occasion des élections qu'il va y avoir ici ou là, il apparaîtra des personnalités de ce type. Mais je dis le milieu n'est pas à la hauteur des grands enjeux. On le voit bien. Voilà. L'Europe est un bateau avec 28 pilotes, donc ça ne peut pas marcher dans une mer pleine d'icebergs. Donc il faut un pilote commun, et le vrai pilote, européen, c'est le couple franco-allemand. Oui, c'est ça le vrai sujet. Or, il n'y a plus de couple franco-allemand. Giscard a raison. Là où Giscard a raison, c'est que depuis des années, Sarkozy, c'était pareil. Hollande a disparu. Mais non, la présidence française sous Sarkozy, ça avait une autre gueule, pardon. Parlez pas en même temps. Ça s'est pas beaucoup vu. On donnait les clés du camion Europe à Madame Merkel. Ils ont dit, c'est bon, tu gères. Nous, on va faire vivre cette idée que la France est universelle, qu'elle est éternelle et qu'elle peut se débrouiller toute seule en faisant de la politique nationale. Au fond, la vraie difficulté, c'est qu'on a des dirigeants qui n'ont aucun sens de l'histoire européenne. On l'a vu avec Cameron, il est capable, pour un coup tactique, de sortir son pays de l'Union européenne. Moi, quand je vois François Hollande, qui a raté l'occasion de réorienter l'Europe, du point de vue économique, pour le coup, en 2012. Il avait l'accord avec Rajoy, Premier ministre. Il avait l'accord avec les Italiens. Rajoy, je ne crois pas. C'est malheureusement, il a choisi de ne pas le faire. Donc on est, au fond, pour faire de l'investissement. Pour faire de l'investissement. Oui, non mais ça, on est dans des présidents. Et moi, je trouve Hollande, c'est le roi de la commémoration. Ça, tous les 15 jours, on a une commémoration européenne, mais il n'a aucun sens d'une vision européenne. Et comme Sarkozy n'avait aucun sens d'une vision européenne. Donner la parole à tout le monde. David Rachlin. Ça fait des années qu'à chaque élection européenne, la droite nous dit on va faire l'Europe protectrice, on va réformer Schengen, on va faire tout ça. Et la gauche dit on va faire l'Europe sociale et vous verrez, il y aura une vraie gouvernance économique qui permettra la croissance, la solidarité, etc. etc. Le résultat, c'est que vous en avez été, et les uns et les autres, absolument incapables, parce que, pas vous personnellement, parce que les écologistes. Bon d'accord, la gauche reconnaissez que en dehors de la grande coalition la réalité, du PPE laissez-moi terminer, s'il vous plaît, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. La réalité, c'est que l'ultralibéralisme, l'immigration massive, la concurrence libre et non faussée qui est érigée en religion, c'est consubstantiel à l'Union européenne. Il n'y a pas de voie, il n'y a pas de salut en dehors de ces directions-là. D'ailleurs, ça a été dit, puisque M. Juncker, je crois, a dit récemment qu'il n'y avait pas de liberté possible en dehors des traités européens, ce qui pose quand même un sacré problème de démocratie. C'est une sacrée sottise. C'est une sacrée sottise. Bon, eh bien, ça fait beaucoup de sottises, si vous voulez. Et le peuple français ne pourra se libérer de ce carcan européen qu'en sortant, évidemment, de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'il faut lui en laisser la possibilité. Vous ne pouvez pas isoler la France. Mais personne ne veut isoler la France. Ça permet quand même des accords commerciaux. La nostalgie du douanier, ça ne marche pas. La nostalgie du douanier, ça ne marche pas. Vous vous trompez. Et la France continuera à être souveraine à une condition. La souveraineté de la France, c'est d'être dans un ensemble fort. Je voulais revenir. Nous ne pesons pas. Je voulais revenir. Nous ne voulons pas être vous n'avez pas beaucoup confiance en votre pays. Nous ne voulons pas être la Suisse. Mais moi, je ne veux pas que mon pays soit la Suisse. Je voulais revenir à l'Assemblée nationale. Je voulais revenir à l'Assemblée nationale. François Hollande donc a été mis en cause, accusé par la droite d'avoir déserté la scène européenne pendant son quinquennat. L'occasion pour Manuel Valls de défendre le président de la République. On écoute le Premier ministre. C'est par la voix du président de la République, par l'action de la France, que d'une certaine manière, l'Europe a pu faire en sorte que nous sauvions le Mali quand le président de la République a décidé cette intervention. C'est toujours par la France et par ses armées que nous intervenons aujourd'hui au Levant. C'est encore la voix de la France qui a permis de faire en sorte que la Grèce reste dans la zone euro. C'est encore la voix de la France, Monsieur Leonetti, qui permet aujourd'hui, oui, parce qu'il faut que les choses soient au moins dites, qu'elles soient claires. Et Monsieur Jacob, puisque vous étiez peu entouré hier au moment du débat, je veux rappeler qu'ici, et notamment grâce à la majorité, grâce à la gauche et grâce à des hommes hier qui ont parlé, comme François Fillon, c'est une certaine idée de l'Europe. Et je vous le dis très clairement et de manière extrêmement détendue, il y en a assez de ces mises en cause du président de la République dans cet hémicycle. Il y en a assez de ceux qui remettent en cause en permanence la voix de la France. Et moi, je vous le dis, soyez un peu plus fiers dans ces moments-là où tout se bouscule de ce que fait la France et de ce qu'incarne François Hollande.
Non, c'est une plaisanterie. Pas tous en même temps. C'est une plaisanterie. François Hollande a déserté. D'accord. C'est une plaisanterie. François Hollande a déserté le débat européen. Il est absent. Nous sommes tous les deux députés européens. C'était très intéressant de voir quand Vous parlez du fils spirituel de Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, quand on connaît son parcours François Hollande politique. invité devant le Parlement européen, en même temps, il y a plus d'eurosceptiques que François Hollande. Merkel, je vais vous dire, les deux répondaient au Parlement. En réalité, Merkel avait l'habitude du débat parlementaire et débattait avec le Parlement. On était d'accord ou pas, mais Hollande commentait. Hollande je vous rappelle est un qu'ils n'ont pas la commentateur même fonction. absent du débat européen. Oui, sauf que Hollande n'est pas Premier ministre. Aujourd'hui, en Europe, il n'y a plus de tandem franco-allemand. La France a disparu. Mais je suis d'accord avec cela. J'irai même plus loin que vous. J'irai moins plus loin que vous. Il y a eu un mouvement. J'irai même plus loin que vous. Il y a eu un mouvement historique long, car il faut replacer tout ça dans l'histoire, qui a replacé l'Allemagne au sommet de l'Europe, qu'elle était en train d'atteindre d'ailleurs en 14. Il y a eu quelques fausses manœuvres. Aujourd'hui, l'Allemagne domine l'Europe. Elle veut imposer l'ordolibéralisme à l'ensemble de l'Europe. Or, son ordolibéralisme, ça ne peut pas marcher. L'Allemagne fait sa compétitivité très largement sur le dos des autres pays européens, si vous me passez l'expression. Elle nous a arrimés au franc fort, enfin, par le franc fort à l'euro, a eu de vision surévaluée de la monnaie. C'est encore un sujet important. C'est à cause des Allemands si nous sommes mauvais. Non, pas du tout. Nous avons laissé les Allemands dominer l'Europe et le faire, excusez-moi de vous le dire, en fonction purement de leurs intérêts nationaux. Purement de leurs intérêts nationaux. Donc venir nous raconter que l'Europe c'est un monde enchanté où ensemble on va se dépasser. C'est un rapport de force, je peux terminer. madame. Oui. Et bien dans ce rapport de force, il y a plus de 10 ans que nous ne pesons pas. Nous avons disparu. Yannick Jadot. Voilà, chacun son tour. Juste, la seule question, c'est pas de savoir si Merkel dirige l'Europe et tout ça. Je l'ai dit. Attends, laissez-moi finir. Je l'ai dit. Je l'ai dit que la France, depuis 10 ans, au moins, s'est désinvestie de l'Europe parce que la France, pendant longtemps, a pensé que l'Europe, ça allait être la France en grand et qu'elle a du mal aujourd'hui à se repositionner du point de vue de ses difficultés et de la globalisation. La question, c'est est-ce que l'Europe est un espace démocratique qu'il faut conquérir pour essayer de garder un modèle social, réguler la mondialisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Un espace démocratique parce que je pense... le satellite sur la Lune. Non, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Vous dites. Mais la régulation sans frontières. Parlez pas en même temps. Mais la régulation sans frontières. Je suis d'accord qu'aujourd'hui l'Europe est libérale parce que les majorités sont libérales. Mais la France n'est pas libérale aujourd'hui, madame. Vous êtes contente? Et bien alors vous voulez sortir de la France? C'est comme ça que la question se pose. Quand on a un espace démocratique, on essaye d'y gagner. Mais en France, je peux voter. En Europe, je ne peux pas faire tomber l'essentiel de l'ordre européen. Je ne peux pas. Car le standard démocratique, l'Europe ne répond ni au standard démocratique. L'Europe ne répond. L'Europe que nous avons voulu. L'Europe ne répond ni au standard démocratique, ni au standard économique utile. Avant de conclure, s'il vous plaît, avant de conclure. C'est l'Europe qu'ont voulu nos gouvernants. C'est l'Europe qu'ont voulu nos gouvernants. Ce sont les ministres français qui vont à Bruxelles. Je suis en train de vous le dire. Je suis en train de vous le dire. Les gouvernements sont issus. Je suis en train de vous le dire. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. David Rachlin, vous dites aujourd'hui, David Rachlin, il faut proposer aux Français un référendum sur leur présence dans l'Union européenne, partir ou rester comme les Britanniques, c'est ça? Évidemment, enfin. Pourquoi ne pas laisser la parole au peuple dans cette affaire? C'est responsables publics qui n'ont que le mot démocratie et république toute la journée et qui en font d'ailleurs de grandes leçons, en particulier à mon mouvement politique, et qui trouvent tout à fait scandaleux qu'on puisse imaginer une demi-seconde que le peuple français puisse donner son avis sur ce sujet et choisir s'il souhaite rester dans l'Union européenne. On a des sondages, je voulais vous les montrer, on a des sondages à la question faut-il organiser un référendum sur le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne. Le dernier sondage, 55% des Français qui disent non. Et s'il y avait référendum, soutenez-vous une sortie de l'Union, de la France de l'Union européenne? 44% de non et 33% de oui. Voilà. C'est pas pour vous. Puis-je faire un petit commentaire constitutionnel? Il est impossible aujourd'hui, d'après la Constitution, de poser une telle question. Ça ne vous a pas échappé. La seule chose qu'on puisse faire, c'est proposer aux Français une révision constitutionnelle qui aurait pour objet une renégociation du traité. Mais il est impossible dans notre Constitution de dire aux Français oui ou non, êtes-vous pour sortir? Ce que certains partis qui n'ont pas peut-être beaucoup réfléchi n'ont pas vu. Oui, non, vous avez énormément réfléchi, oui, madame le professeur. Non, ce n'est pas cela. Mais nous pensons depuis longtemps sur cette question.
moyens pour retrouver notre souveraineté, vous savez. Ce n'est pas possible. Vous dites qu'on ne peut rien faire avec les traités, on ne peut rien faire avec la Constitution. Je crois que vous n'avez pas compris. Je ne sais pas où il faut aller. On ne peut pas dire aux Français, oui ou non, voulez-vous rester. C'est précisément ce que je dénonce, que nous soyons pieds et mains liés à l'Union européenne. Parlez pas tous en même temps. On peut faire un traité. Sur le référendum, moi je pense que choisir aujourd'hui entre une Europe qui va mal et sortir de l'Europe, à un moment, tout le monde va dire qu'il faut sortir de l'Europe. Il faut un référendum sur un projet. J'avais donc pour dire, il faut un projet pour dire une Europe plus intégrée, plus positive, qui n'est pas un traité, qui est une constitution très courte, forte sur l'Europe, et que tous les Européens votent le même jour. Que ce ne soit pas des enjeux nationaux, que ça soit bien l'enjeu européen. Ça veut dire, Acheline, très rapidement. Juste, il faudrait que vous expliquiez aux gens qui nous regardent ce que ça veut dire. Parlez pas en même temps, plus intégré, ça veut dire encore plus de règles européennes, plus de contraintes, plus de normes, dumping plus social, de lois, plus de lois qui nous viennent, plus de directives et moins de souveraineté pour la France. Il faut qu'ils le sachent, les Français. Philippe Juvin. Sur cette question folle de référendum, c'est une question folle, ça signifie... On a l'impression que les Français, quand même, sont attachés à la construction européenne. L'Europe est évidemment imparfaite, mais les Français savent que quitter l'Europe, c'est-à-dire aussi quitter l'euro, à la différence des Britanniques, nous perdrions aussi l'euro. Quitter l'Europe, quitter l'euro, c'est une aventure, c'est un suicide. L'Europe est imparfaite, mais nous pouvons la renégocier, la refonder et ainsi en faire le véhicule de puissance. Mais sortir de l'Europe, quelle folie, quelle aventure. Vous l'avez pas fait quand vous étiez au pouvoir. Je voulais qu'on retrouve Jean Quatremer à Bruxelles. Jean Quatremer, vous nous suivez. Je voulais poser cette dernière question. Conseil européen, donc les dirigeants ont acté le divorce avec la Grande-Bretagne, mais il fallait aussi discuter de ce décrochage d'une partie des peuples européens avec la construction européenne. Comment on fait pour relancer l'Europe? Et est-ce que ce Brexit, c'est une chance pour relancer l'Europe? Je pense que c'est une chance, oui, de relancer l'Europe, parce que de toute façon, le projet européen, aujourd'hui, est attaqué de toutes parts. On l'a vu au cours de ce débat, mais largement à cause des chefs d'État et de gouvernement qui, effectivement, passent 5 jours ou 6 jours par semaine à expliquer que tous les problèmes nationaux viennent de Bruxelles et que s'ils étaient totalement indépendants, les choses iraient beaucoup mieux. Et donc, on a une tendance certaine dans le débat politique, et encore une fois, un certain nombre de vos interlocuteurs en donnent la démonstration, qu'on a une forte tendance donc à je dirais, communautariser les échecs nationaux et à nationaliser les succès européens. C'est toujours assez amusant. Donc là, on est aujourd'hui face à ce décrochage et il faut lutter contre. Alors il y a plusieurs possibilités. Alors la première qu'ont décidé de mettre en œuvre les chefs d'État et de gouvernement, c'est d'essayer d'abord d'arrêter de se taper dessus en discutant du sexe des gens, parce que je crois que les Européens globalement sont fatigués des crises européennes continues qu'on connaît depuis le début de la crise financière en 2007-2008 et ils veulent lancer un certain nombre de projets concrets mais à très court terme, à 3, 4, 5 mois, par exemple en doublant ou en triplant les fonds Erasmus qui permettent aux jeunes Européens de circuler d'une université à l'autre, en simplifiant un certain nombre de règles, en mettant en œuvre totalement le traité de Lisbonne, qui n'a pas encore été totalement mis en œuvre, pour essayer de clarifier la répartition des compétences entre l'Union européenne et les États-nations. Par exemple, en arrêtant de faire croire que l'Union européenne a des compétences en matière sociale, alors que ça n'est absolument pas le cas. C'est pas elle qui va régler le problème du chômage en Europe. À plus long terme, il y a des questions qui se posent, mais qui nécessiteront une modification des traités. Là, c'est moins urgent, parce que les chefs d'État et de gouvernement n'ont pas envie d'être contraints de faire un référendum, mais notamment ça pose la question de la démocratisation de la zone euro, parce que la démocratisation c'est une vraie question. Aujourd'hui, autant le marché intérieur, comme le disait Philippe Juvin, est une démocratie, et surtout une démocratie bien plus fonctionnelle que n'est la démocratie française, où tout procède du sommet, c'est vraiment du top-down permanent, et dès qu'on a un moindre problème au fin fond de la France, on s'adresse à l'Élysée, c'est pas tout à fait normal. En revanche, au niveau de l'Union européenne, ça fonctionne bien, mais au niveau de la zone euro, là, il y a un dysfonctionnement gravissime. Aujourd'hui, ce que décide la Commission et les ministres des Finances réunis au sein de l'Eurogroupe, ou les chefs d'État et de gouvernement réunis au sein du Conseil européen de la zone euro, n'est soumis à aucun contrôle parlementaire. Et ça, c'est un problème majeur, parce que, évidemment, ce qu'on décide en matière de politique économique, ça a des impacts sur la vie de tous les jours, et les citoyens, aujourd'hui, sentent bien qu'ils n'ont plus de contrôle sur la zone euro. Il faut leur redonner ce contrôle-là. Mais là, on a un problème de politique intérieure, d'agenda
de politique intérieure. Merci Jean Quatremer pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes correspondant à Bruxelles pour le journal Libération. Je signale votre blog Coulisses de Bruxelles. Voilà, pour ceux qui, une mine d'or, pour ceux qui s'intéressent à l'actualité européenne. Un dernier mot à tour de table. Cette question, comment l'Europe, qui était au XXe siècle un idéal, est devenue au XXIe siècle une sorte de repoussoir pour une partie de la population. Il faut rendre les choses positives. Aujourd'hui, je crois que le roi est nu, en ce sens, et c'est le débat que j'ai eu avec monsieur tout à l'heure, que les peuples ont compris que lorsque les dirigeants parlent de l'Europe, c'est l'Europe que ces dirigeants ont voulu. Et maintenant, les peuples savent cela. Il appartient bien aux dirigeants nationaux qui ont voulu cette Europe, qui l'ont laissé dériver contre les intérêts des peuples, de reconstruire et de rebâtir une Europe digne de ce nom. J'espère que le Brexit sera l'occasion de cette grande secousse. Il faut arrêter de faire croire que le peuple français veut plus d'Europe. Il veut évidemment plus de France dans bien des domaines, plus de souveraineté. Il veut être libre, il veut être indépendant. Mais la France tout seul, face à la Chine, à de grands ensembles comme l'Inde, comme la Chine, c'est possible de voir notre pays comme un petit pays. C'est un grand pays qui a su parler au monde pendant très longtemps et qui, avec d'autres responsables publics, pourrait de nouveau le faire. Ça n'empêche pas du tout d'avoir de la coopération, des accords commerciaux avec la terre entière, ce qu'on fait déjà, mais pas dans le cadre de l'Union européenne. Et Yannick Jadot. Très rapidement. La Suisse a des accords commerciaux avec tout le monde, c'est pas pour ça qu'elle est puissante. Non, moi je suis un patriote. La France n'est pas la Suisse. Très rapidement. Je suis un patriote et parce que je suis un patriote, je veux que mon pays puisse peser sur les affaires du monde et nous pèserons sur les affaires du monde si nous sommes au sein d'un ensemble puissant. Yannick Jadot. L'Europe. L'Europe, elle a été faite par des gouvernements qui ont été élus par des peuples. Elle est faite aussi par des majorités au Parlement européen qui sont élues par les citoyens européens. Et que malheureusement, et c'est ça mon combat, parce que je crois qu'on ne sortira pas du bazar mondial sans Europe, il faut arriver à convaincre les citoyens d'aller vers d'autres politiques que celle-là. Mais on a absolument besoin d'Europe. Il ne faut pas dire que les dirigeants font contre les peuples quand ils sont élus par les peuples. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation et d'avoir parlé pendant 1 heure d'Europe à la télévision. C'est assez rare pour être souligné. Merci d'être venu. On se retrouve demain à 19h30. Ça vous regarde.